Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Question argent, votre rendez-vous où des experts viennent répondre à vos questions pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Carboni, directeur commercial de Domitis. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de résidence de service pour seniors. C'est un investissement locatif. Alors comment ça fonctionne? Comment bien gérer tout ça? C'est l'objet de notre émission aujourd'hui. Vous pouvez donc poser toutes vos questions pendant 30 minutes et on va essayer d'y répondre autant que se faire se peut. On démarre tout de suite avec Maxime qui vous demande: bonjour, est-ce qu'une résidence de service pour seniors et un EHPAD sont la même chose? Alors non, c'est radicalement différent. Un EHPAD est plutôt destiné aux personnes dépendantes et constitué essentiellement de chambres. Une résidence service senior est constituée d'appartements classiques, donc des T2 de 45 mètres carrés, des logements de 3 pièces entre 60 et 70 mètres carrés, associés à une offre de service. Et sont destinés à des personnes qui sont des personnes valides, autonomes, des personnes qui peuvent être fragilisées, mais en tout cas qui sont autonomes. Donc ça s'adresse radicalement à des populations différentes. D'accord. Marina vous demande: bonjour Monsieur Carboni, quelle est la différence entre un investissement du flot et les résidences de service pour seniors? Alors en réalité, on peut réaliser un investissement du flot dans une résidence service pour seniors. Ce ne sont pas du tout deux choses qui sont opposées. Donc on peut faire un investissement en meublé, on peut le faire en location nue et avoir le dispositif du flot au sein d'une résidence service senior. D'accord. Peut-être expliquer du coup quel est l'intérêt de faire l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y a quand même, c'est le Censier-Bouvard qui a priori encadre mieux les résidences de service. Vaut mieux faire un Censier-Bouvard ou un Duflot? Alors si vous voulez, deux dispositifs radicalement différents. Le Censier-Bouvard, c'est un dispositif qui bénéficie aussi des avantages du meublé, donc avec la sécurité liée au bail commercial, des loyers qui sont payés de façon régulière, pas de vide locatif, l'entretien à la charge de l'exploitant et non pas à la charge du propriétaire. Autant de choses qui font qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos ventes se font plutôt en meublé qu'en location nue. Mais on a de temps en temps des investisseurs qui souhaitent faire un investissement nu, notamment avec un objectif de venir y vivre dans 9 ans. Donc c'est plus pertinent dans ce cas-là de le faire en Duflot ou avec un autre dispositif que de le faire en meublé. D'accord. Vous anticipez la question de Ben qui vous demande: est-ce qu'il y a une durée minimale de détention d'un appartement dans une résidence pour seniors afin de bénéficier d'un crédit d'impôt? Alors, le dispositif Censier-Bouvard, comme le dispositif Duflot, oblige à un certain nombre d'années de détention. Donc, il faut détenir le bien au moins pendant 9 années pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt. Pour autant, beaucoup de nos investisseurs aujourd'hui, y compris dans les investisseurs qui optent pour le meublé, n'optent pas pour la réduction d'impôt. On peut opter pour le meublé, récupérer la TVA et utiliser le dispositif d'amortissement pour ne pas être fiscalisé sur les loyers, plutôt que choisir la réduction d'impôt. Dans ce cas-là, il n'y a pas de durée minimum de détention du bien. On peut détenir le bien pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans que ça pose de problème. Et là encore, comment se fait l'arbitrage? Pourquoi on préférerait cet amortissement à faire le dispositif de crédit? Alors, ça dépend notamment du niveau d'imposition. Au plus fortement on va être imposé, plus facilement on va opter pour l'amortissement. Le dispositif Censier-Bouvard aujourd'hui, avec 11% de réduction d'impôt, apporte des réductions d'impôt qui sont importantes, sans pour autant avoir un attrait suffisant pour les personnes qui sont fortement fiscalisées. Oui, parce que les taux ont baissé singulièrement depuis 4 ans. C'est 11% de réduction d'impôt aujourd'hui, plus le remboursement de la TVA sur l'acquisition, ce qui n'est pas neutre, mais 11% de réduction d'impôt quand il y a encore quelques années, on était à 25%. Est-ce qu'il y a des critères de développement durable, notamment la norme BBC, comme sur le Duflot? Alors bien sûr, non, il n'y a pas de critères de développement durable sur le Censier-Bouvard. Pour autant, toutes nos résidences étaient BBC bien avant que ce soit obligatoire et bénéficient aujourd'hui de la nouvelle réglementation RT 2012. Question de Michel: bonjour, l'investissement dans une résidence de service se fait-il toujours dans du neuf pour bénéficier d'un régime fiscal avantageux? Donc non, on peut investir, quand on investit dans le neuf, on va utiliser les dispositifs connus comme le Censier-Bouvard, notamment le Censier-Bouvard ne concerne que les logements neufs. Quand on va acheter un logement dans une résidence service senior dans l'ancien, on va pouvoir
utiliser l'amortissement. Donc l'amortissement, je le rappelle, est aujourd'hui un des rares dispositifs qui permettent de bénéficier de compléments de revenus non fiscalisés. Et on fait l'essentiel de nos reventes dans le cadre de ce dispositif. Cette année, ce sont entre 50 et 60 logements qui vont changer de main dans nos résidences. Dans l'ancien, les nouveaux acquéreurs bénéficiant à nouveau du bénéfice de l'amortissement qui leur permet d'avoir des revenus qui ne sont pas ou peu fiscalisés. Peut-être rentrer dans le détail de cette logique d'amortissement. Alors pour faire simple, avec le meublé, vous allez amortir la valeur, une grosse partie de la valeur de votre bien. Alors l'amortissement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que vous n'aurez pas perçu des revenus nets équivalents à la valeur de votre bien, vous ne serez pas fiscalisé sur les loyers que vous allez percevoir. Voilà, à peu de choses près ce que veut dire l'amortissement. Donc vous allez amortir votre bien sur 25 ou 30 ans. Ça veut dire que tous les ans, vous allez avoir 4% d'amortissement sur votre bien et vous avez des loyers qui sont à peu près équivalents à 4%. D'accord, c'est qu'au niveau de la déclaration de revenus, on mettra en charge l'amortissement correspondant à l'année. C'est ça, vous allez avoir 4 000 € de revenus par exemple pour 100 000 €, 4% d'amortissement, donc 4 000 € de revenus moins 4 000 € d'amortissement, un résultat fiscal de 0, alors même que vous aurez perçu 4 000 € de loyer, ces loyers-là ne seront pas fiscalisés. D'accord. Philippe nous demande comment revend-on une chambre médicalisée? Est-ce que cette vente est aussi défiscalisée? Parce que là, on a vu que le repreneur pouvait continuer. Alors, pas pour le Censi Bouvard, hein, il ne récupère pas l'historique du dispositif fiscal, mais dans le cadre de l'amortissement. Donc, l'acheteur, lui, peut bénéficier par le point qu'on vient d'aborder, mais celui qui revend, est-ce que le montant de la vente est lui-même défiscalisé? Alors, vous parlez de chambre médicalisée, le dispositif est le même dans le cadre du meublé, que ce soit une chambre en meublé ou un appartement en résidence service senior. Il n'y a pas de défiscalisation à proprement parler par rapport au montant qui est investi. Il y a une non-fiscalisation des revenus qui vont être tirés de cette location. Donc c'est plutôt en ces termes-là qu'il faut évoquer l'amortissement, puisqu'en réalité, il n'y a pas de réduction d'impôt au moment de l'acquisition dans le cas d'une revente. Par contre, les revenus tirés de cette location sont en grande partie non fiscalisés. Donc ça veut dire que si je revends donc mon bien, il est fiscalisé au même titre que toute plus-value immobilière dans un tout autre contexte. Tout à fait, dans le cadre du meublé, oui. D'accord. Question de Lionel. Pouvez-vous m'indiquer le montant moyen qu'il faut disposer pour investir dans une résidence de service pour seniors? Alors si vous voulez, c'est un peu compliqué de vous répondre, ça va dépendre du lieu de l'acquisition du bien, puisque vous comprenez bien qu'un appartement dans le centre-ville de Saint-Raphaël ou dans le centre de Lyon va avoir un prix d'acquisition qui va être bien plus élevé qu'un appartement à Châteauroux, par exemple, avec des rentabilités qui sont relativement voisines. Donc l'effort d'épargne va nécessairement être un peu plus important dans des villes de grande importance. On peut dire qu'aujourd'hui, avec un crédit à 100%, on va pouvoir acheter des logements, notamment des studios, des grands studios, des studios qui font 35 ou 36 mètres carrés, avec une capacité d'épargne de l'ordre de 350 ou 400 € par mois. D'accord. Donc c'est le montant, voilà, là, ça équivaut à peu près à des investissements autour de 100 à 200 000 Ça équivaut à des investissements autour de 100, 130 000 €, 110 000, entre 110 et 120 000 €, on va dire. D'accord. Question de Jean-Luc, qui est plus une affirmation d'ailleurs. Il vous dit, si finalement votre finalité, c'est pas de gagner de l'argent aux actionnaires ou aux propriétaires, les personnes âgées n'étant considérées là que comme des sources potentielles de bénéfices importants, doublées d'abattements fiscaux, et il vous pose la question, où sont la morale, la solidarité, l'égalité, la fraternité républicaine? Si vous voulez, nous on ne réfléchit pas à ces histoires de morale. S'il n'y a pas d'offre pour les seniors, c'est les seniors qui se trouvent en difficulté. Donc les problématiques on ne peut pas offrir un service sans penser gagner normalement sa vie. Donc oui, on est une société privée, oui, on gagne de l'argent dans notre activité. La morale, c'est qu'on rend service aux seniors qui viennent habiter chez nous parce qu'on vient combler un manque de logement destiné aux seniors. Donc il n'y a pas de honte à se dire qu'il est légitime de gagner sa vie en rendant service à une population senior. Donc voilà, on n'a aucune, par rapport à ça, on n'a pas de problème. Est-ce qu'on connaît le volume de la demande potentielle et l'offre actuelle? Alors,
Le- la demande aujourd'hui, elle est très très forte. On a un marché qui est très profond avec une augmentation notable du nombre de personnes de plus de 75 ans ces dernières années, avec une offre de logement destinée aux seniors qui est très pauvre. En chambres médicalisées, il n'y a pas eu de création nette de chambres médicalisées ces 15 ou 20 dernières années. Les résidences services seniors avaient un développement dans les années 80, un développement qui s'est arrêté fin des années 90. Donc aujourd'hui, une offre de logement destinée aux seniors qui est très faible. On a une population cible concernée par nos résidences, donc personnes fragilisées et personnes complètement autonomes de plus de 75 ans, de plus d'1,5 million individus. Donc un marché très profond, avec des demandes qui vont s'amplifier. Voilà, donc effectivement, c'est un marché qui va continuer de se développer de façon très forte. Pour revenir sur la question de l'internaute précédent, ça choque personne. Que les fabricants de chaussures fabriquent des chaussures adaptées aux pathologies liées à l'âge. Il ne faut pas que ça choque non plus que les promoteurs ou que les exploitants que nous sommes se mettent à construire des résidences qui sont adaptées à l'âge de nos seniors, sachant qu'on va vivre tous, autant que nous sommes, plus vieux, en meilleure santé, et il faut nécessairement que nous ayons aussi un habitat qui soit adapté à cet âge qui va avancer de plus en plus. Alors, on a pas mal de questions autour de la responsabilité du propriétaire. La question de Yann, notamment, qui vous dit « Bonjour, j'ai lu plusieurs articles de presse relatant des difficultés de gestion dans de telles résidences après la fermeture de la maison de retraite de Bessenay. Si je suis propriétaire d'un appartement, ai-je mon mot à dire sur la gestion et l'état de la résidence ?» Alors encore une fois, là on parle de maison de retraite. Voilà, oui. nous on conçoit, on vend et ensuite on va exploiter des résidences services seniors. Il y a quand même une grosse différence entre une chambre dans une maison de retraite et un appartement. Une chambre, ça n'a pas de valeur en propre. Un appartement, il a toujours sa valeur d'appartement. Donc ça c'est un petit peu la première chose. La deuxième chose, investir en meublé, il faut d'abord vérifier la qualité du site, c'est la première chose. La deuxième chose la plus importante, c'est vérifier que l'exploitant a une véritable capacité à exploiter. Capacité à exploiter, comment on le vérifie? Depuis combien de temps il exploite des résidences? Est-ce qu'elle marche? Aller en visiter une, c'est quasiment impératif. Acheter une résidence en meublé sans aller visiter des résidences du même exploitant, j'allais presque dire que c'est un non-sens. Donc nous, on encourage nos résidents à venir visiter les nôtres, nos investisseurs. On les encourage aussi souvent à aller visiter les résidences de nos concurrents. Et ensuite, ils feront leur choix tout seuls en fonction de l'expérience, de la qualité des sites et de la pertinence du mode d'exploitation retenu. Et par rapport à la deuxième partie de la question, donc quand on est propriétaire d'un appartement, est-ce qu'effectivement le propriétaire bailleur, est-ce qu'il vaut, par rapport au gestionnaire de la résidence, est-ce qu'il a un droit de regard ou bien il est juste apporteur de capitaux, on va dire quelque part? Non, si vous voulez, nos résidences sont gérées en copropriété de façon tout à fait classique. Il y a un syndic de copropriété qui représente donc l'ensemble des propriétaires, dont nous sommes, puisque si les investisseurs privés achètent un appartement ou parfois 2 appartements dans une résidence, nous achetons l'ensemble des locaux d'exploitation. Donc nous sommes aussi investisseurs de 850 mètres carrés ou 900 mètres carrés de locaux d'exploitation dans la résidence. Et la copropriété est gérée par un syndic de copropriété qui va défendre les intérêts de chaque copropriétaire. Voilà. On en fait partie, mais le syndic de copropriété est indépendant et nommé par l'ensemble des copropriétaires. D'accord, donc ce que je comprends dans votre explication, dans votre cas, donc quand on achète un appartement dans une résidence, on n'achète pas que l'appartement et après on peut aller faire autre chose et l'appartement vit sa vie parce qu'on a délégué la gestion, mais on est régulièrement sollicité pour la gestion quotidienne ou régulière en tant que copropriétaire. Non, en réalité on n'est pas du tout sollicité en dehors des décisions prises par l'Assemblée générale des copropriétaires. Donc une fois par an, ces décisions, elles gèrent la copropriété, donc les espaces communs, et uniquement les espaces communs. Les espaces communs, tout ce qui est circulation horizontale et verticale, les extérieurs, les façades, la toiture, etc. Mais les locaux d'exploitation à proprement parler, la piscine, la salle de sport, le restaurant, etc., sont des locaux privatifs dont l'entretien est à la charge du propriétaire de ces locaux. Le propriétaire, quant à lui, n'aura jamais à
à avoir une charge liée à l'entretien de la piscine, par D'accord. exemple. Donc, ce sont deux choses qui sont bien distinctes. Il y a un effet hein, à ça. Les propriétaires vont payer tous les mois des charges de copropriété qui sont des charges tout à fait classiques, comme dans n'importe quelle copropriété, avec des montants qui sont voisins à ce qu'on trouve dans une copropriété lambda. D'accord. Question de Caroline, qui donc doit avoir une résidence de service qui fonctionne comme exactement ce que vous venez d'expliquer, puisqu'elle nous dit qu'elle vient de recevoir un rappel de charge pour travaux de rénovation, et elle s'étonne car à aucun moment elle n'a été avisée de ce projet. Elle demande est-ce qu'elle peut refuser le paiement de ces charges. Si elle a reçu un rappel de charge pour paiement de travaux, ce n'est pas lié au fait que ce soit une résidence service senior, hein, c'est lié au fait qu'elle a acheté un appartement dans une copropriété, qu'elle a certainement reçu du reste une convocation à une assemblée générale, et qu'elle n'a pas envoyé de procuration, et que l'assemblée générale a voté des travaux. Et quand une assemblée générale vote des travaux, l'ensemble des copropriétaires doivent mettre la main au portefeuille. Donc, voilà, j'attire vraiment l'attention des copropriétaires, que ce soit dans une copropriété classique ou dans une résidence service senior. Deux copropriétaires présents à une assemblée générale peuvent décider tout seuls de faire 200 000 euros de travaux sur une copropriété. Et celui qui va décider, c'est celui qui a le plus de tantièmes. Donc, surtout, ne pas hésiter, quand on ne peut pas être présent à une assemblée générale, d'envoyer des pouvoirs. D'abord, ça fait moins de dépenses pour le syndic qui n'aura pas envoyé le compte-rendu à recommander. Mais surtout, ça permet de donner son avis et quand on n'est pas d'accord, de le dire. Donc, il faut aussi s'intéresser un petit peu à la vie des copropriétés et éviter ce type de mauvaises surprises. Oui, donc Caroline, il est trop tard, il faut envoyer le chèque et honorer le paiement. Oui. Il n'y a rien d'autre à faire. Non. Question de Thomas, si je suis propriétaire d'un appartement dans une résidence de service senior, est-ce que ma responsabilité est engagée si les services promis aux locataires ne sont pas fournis ou si la résidence doit fermer pour des raisons d'hygiène? Alors non, si vous êtes propriétaire, d'un appartement dans une résidence service senior, vous avez signé un bail commercial avec un exploitant, la responsabilité sur la qualité des services fournis, elle est sur le dos de l'exploitant, elle n'est pas sur le dos du propriétaire. Le propriétaire, quant à lui, il a acheté un appartement qu'il a donné à bail, il ne peut pas être recherché en responsabilité si la qualité des services fournis n'est pas à la hauteur. C'est exactement la même chose. Vous êtes propriétaire d'un local commercial que vous louez à un boulanger, le boulanger fournit du pain de mauvaise qualité, on ne va pas poursuivre le propriétaire du local. D'accord, voilà. Voilà qui peut être rassurant. Question de Jean. Qui donc a écouté vos explications et apparemment il a envie d'investir, mais il nous dit que finalement il trouve qu'il n'y a pas beaucoup de programmes disponibles de résidence senior et il se demande pourquoi. Alors, si vous voulez, je l'encourage à venir nous voir parce qu'aujourd'hui on a une vingtaine d'opérations qui sont en cours de commercialisation un petit peu partout en France, dans le nord, dans l'est, en Normandie, du côté de La Rochelle, dans le sud-ouest, à Bordeaux, à la Tremblade, à Sète. Voilà, donc on a beaucoup d'opérations en cours de commercialisation partout en France. Voilà, donc ils viennent nous voir. Pourquoi ce développement se fait malgré tout de façon mesurée avec assez peu d'acteurs? Il y a une raison toute simple. Exploiter une résidence service senior, c'est un métier difficile. Il faut avoir des compétences dans le domaine de l'hôtellerie, il faut avoir des compétences dans le domaine de la restauration. Et en réalité, il y a assez peu d'opérateurs qui ont ces compétences multiples et la sensibilité aux seniors. Donc c'est plus un problème de qualité d'exploitant. Il y a assez peu de personnes aujourd'hui qui osent s'aventurer sur ce marché parce que c'est un métier difficile. Ce qui explique que souvent c'est le promoteur exploite ensuite la résidence. Alors non, ça c'est un petit peu différent. Il y a assez peu de promoteurs qui exploitent en réalité. Nous, on a choisi d'être aussi intégrés dans la partie immobilière pour une raison toute simple. Pour bien exploiter, il faut avoir un immobilier de qualité et un immobilier choisi. Et vous l'avez compris, les intérêts du promoteur sont souvent assez divergents avec les intérêts de l'exploitant. Un promoteur classique, il va vouloir construire le plus vite possible, que ça lui coûte le moins cher possible et souvent faire la plus grosse marge, ce qui est l'essence même de son métier. L'exploitant, quant à lui, il va vouloir un produit de la meilleure qualité, qui va avoir une durée de vie la plus longue possible, parce que c'est lui qui a en charge l'entretien des logements de la résidence.
Et il va donc vouloir aussi un loyer qui soit le plus faible possible pour pouvoir attirer un maximum de locataires. Donc des intérêts qui sont souvent assez radicalement divergents. Ce qui veut dire que si on n'intervient pas dans l'opération de promotion, c'est plus difficile d'avoir l'immobilier qui sied à une bonne exploitation. D'accord. Donc, d'où l'intérêt parfois d'avoir une double casquette. D'où l'intérêt d'avoir une double casquette. Bien maîtriser l'immobilier, c'est s'assurer d'avoir un immobilier qui convient bien à l'exploitation. Alors, on a pas mal de questions autour du loyer. Il y a la question d'abord de Mireille qui vous dit bonjour. Qui décide du montant du loyer payé? Alors, moi, je comprends, sous-entend que est-ce que c'est le gestionnaire ou est-ce que c'est le propriétaire qui a acheté l'appartement? Alors, un propriétaire qui achète un appartement en location nue, s'il achète en duflot, le loyer, c'est l'État qui le fixe. S'il achète en location nue sans dispositif fiscaux particulier, il va pouvoir fixer librement son loyer. Nous, on va lui donner des conseils. Quand on va lui vendre, on va lui dire, voilà, nous, ce qu'on estime être le juste loyer et le loyer sur lequel nous, on pense pouvoir vous trouver un locataire. Dans le cas du meublé, c'est un peu différent. C'est que nous, quand on propose un appartement à la vente en meublé, on propose un loyer. Et dans ce cas-là, effectivement, le propriétaire n'a pas le choix de discuter ce loyer. Ou il achète ce logement avec le loyer qu'on lui a proposé, ou alors il n'achète pas ce loyer. Mais si vous voulez, nous, l'objectif de notre société, c'est de maîtriser les loyers ensuite qui seront payés par les occupants. Donc on doit être attentif à ne pas désolvabiliser les occupants, puisque c'est aussi l'intérêt des investisseurs que l'exploitant s'en sorte. Ce qui veut dire que les loyers sont révisés également? Les loyers sont révisés annuellement. Donc tous les ans, les loyers augmentent en fonction de l'évolution de l'indice de revalorisation des loyers. D'accord. Mais il peut vous arriver de demander au propriétaire de baisser les loyers parce que justement vous estimez que la situation fait que les personnes que vous avez ne peuvent pas suivre? Non. Si vous voulez, aujourd'hui, on étudie suffisamment finement la population senior dans chaque zone où on va implanter une résidence. On fixe des loyers au démarrage de l'opération et ces loyers ne sont pas révisés à la baisse. Ils sont révisés à la hausse en fonction de l'évolution de l'IRL. Il n'y a aucune raison qu'ils soient révisés à la baisse. D'accord. Georges, lui, s'inquiète des vacances de logement et vous demande qui paye les charges pendant que le logement est inoccupé. Alors en réalité, dans le cadre du meublé, pour l'investisseur, le logement est occupé dès la signature du bail. Il est occupé par l'exploitant. Et parce qu'il est occupé par l'exploitant, son locataire, l'exploitant, va lui payer les charges locatives. Donc le propriétaire, quant à lui, il va lui rester la quote-part propriétaire des charges, entre 15 et 20 euros dans nos résidences par mois. Mais l'ensemble des charges locatives lui sont bien entendu remboursées par son locataire en même temps que le loyer. Donc en cas de vacances locatives, donc même quand l'appartement en réalité est inhabité, l'investisseur, quant à lui, a bien un locataire et ce locataire lui paye les loyers et les charges. D'accord. Yves revient sur l'encadrement des loyers. Alors lui, il ne fait pas forcément référence à l'encadrement des loyers de la loi Duflot. Il doit plutôt du dispositif Duflot, mais plus à l'encadrement des loyers dans le cadre de la loi Duflot, celle qui est en cours de discussion. Il se demande est-ce que ça concerne les résidences de service et est-ce que cela aura une incidence sur le rendement? Alors ça ne concerne pas les loyers meublés. Ça va concerner les loyers nus. Donc un logement nu dans une résidence service senior, donc qui a été loué dans le cadre de certains dispositifs, sera concerné par le dispositif Duflot. D'accord. Donc là, ça fait une série de questions où vous évoquez beaucoup la distinction vide et meublé. Et dans vos réponses, on a le sentiment qu'il vaut mieux du coup vous faire un investissement en meublé plutôt qu'en vide, parce qu'il y a une série de dispositifs qui viennent un peu contraindre plus le vide que le meublé. Si vous voulez, l'avantage du meublé, c'est que le meublé existe depuis fort longtemps. C'est un dispositif qui n'a pas été remis en cause. Il y a eu le Censi-Bouvard qui est venu rajouter, pour ceux qui le souhaitaient, une réduction d'impôt. Mais l'essentiel du dispositif meublé classique a perduré dans le temps, ne va pas évoluer dans les années qui viennent, en tout cas ça n'est pas prévu. Donc c'est un dispositif qui est stable dans le temps. Donc c'est intéressant de se positionner sur un dispositif qui n'évolue pas, en tout cas dans le mauvais sens, et qui à lui seul un dispositif très attractif, avec notamment, je le rappelle, le remboursement de la TVA sur le prix d'acquisition, des loyers qui sont payés tous les mois, qui sont indexés. Il n'y a pas de vide locatif, l'entretien du logement est à la charge de l'exploitant et une fiscalité qui est quasiment inexistante sur les loyers. Donc
voilà, un dispositif qui reste très attractif. Alors Romain semble avoir un petit litige avec son exploitant de la résidence dans laquelle il a investi, puisqu'il vous demande de quels moyens de pression dispose-t-on sur l'exploitant locataire pour qu'il paye son loyer. L'exploitant locataire a l'obligation de vous payer son loyer. Si vous ne payez pas votre loyer, c'est qu'il a des difficultés. Donc je vous encourage vivement, si c'est le cas, à vous mettre en relation avec d'autres propriétaires, à entamer une procédure ensemble. En tout cas, prenez contact avec l'exploitant pour en discuter. Il ne faut surtout pas faire de la sourde oreille, il faut comprendre ce qui se passe et puis ensuite prendre les mesures nécessaires, y compris quand c'est nécessaire prendre un avocat. En tout cas, il ne faut pas laisser une situation de non-paiement de loyer par l'exploitant perdurer dans le temps. Il vaut mieux réagir le plus rapidement possible. Et il y a des signaux d'alarme qui peuvent alerter pour éviter d'arriver à cette situation où on imagine qu'il y a eu d'autres choses qui sont arrivées avant pour qu'on en arrive à une cessation des paiements de loyer. Si vous voulez, un exploitant qui commence à payer les loyers en retard, et quand je dis en retard, c'est 15 jours, 20 jours, 30 jours, il faut commencer à se poser des questions. Ça veut dire que malgré tout, il a des problèmes de trésorerie. Donc il faut s'intéresser aux problèmes dès ce moment-là et ne pas attendre que les loyers ne soient plus payés. D'accord. Et les paiements se font au mois ou plutôt la tendance est une fois par an, tous les trimestres? Alors, dans l'ensemble des résidences meublées, les exploitants sont plutôt sur des paiements au semestre, à l'année pour certains, d'autres au trimestre. Nous, on a choisi de payer les loyers mensuellement pour avoir une relation équilibrée avec nos investisseurs. Donc voilà, on considère que nous, on perçoit les loyers mensuellement de nos locataires, il n'y a aucune raison qu'on ne paye pas les loyers au mois aux investisseurs. Oui, parce qu'au semestre ou à l'année, s'il y a un défaut de paiement, la note est plus lourde. C'est ça, ouais. On a Isa qui vous demande: nous sommes deux infirmières qui souhaiterions restaurer une grande maison en l'adaptant pour accueillir des personnes âgées autonomes. Nous louerions des studios aux personnes et leur proposions des différents services leur facilitant la vie quotidienne. Il y aurait une animation, des ateliers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour exercer dans la plus stricte légalité cette activité, vous demande-t-elle. Alors ça, c'est un peu compliqué. D'abord, il faut avoir un habitat qui soit conforme. Et dans le cas d'une rénovation, je les encourage à d'abord faire des devis sur la mise aux normes de l'habitat. Une rénovation, ça coûte très cher et ça coûte encore plus cher quand il faut le mettre aux normes handicapées notamment. Voilà. Après, en dehors de ça, louer des logements à des seniors, n'importe qui peut le faire. Fournir des services aux seniors, pour que les seniors y trouvent un intérêt, il vaut mieux bénéficier d'un agrément, notamment l'agrément qualité et service à la personne. Et donc là, il faut il faut bâtir un dossier, et il faut aller montrer qu'on est en capacité à fournir des services de qualité. Donc ça demande un peu de travail, mais voilà. D'abord qu'elle vérifie la pertinence du modèle économique sur la partie immobilière avant d'avancer dans leur projet. Et de faire vérifier qu'elles peuvent effectivement accueillir des personnes. Et que les travaux nécessaires à accueillir des personnes âgées dans de bonnes conditions ne mettent pas en péril de façon économique leur projet. D'accord. On va finir par une série de questions sur la rentabilité, parce que toutes les questions qui ont été posées ont un peu parlé de manière un peu indirecte sur la rentabilité. Alors, il y a quelques lecteurs qui ont été plus directs dans leurs questions. On a par exemple Marthe qui vous dit: comment savoir si un achat immobilier pour le louer à un senior sera effectivement rentable? Alors si vous achetez dans le cadre d'une résidence service senior de Métis, vous connaissez déjà le montant du loyer qui va vous être payé. Donc au moment où vous achetez l'appartement, vous savez si c'est un investissement rentable ou pas. D'accord. Mais après, il faut bien sûr étudier le contexte de la résidence. Bien sûr. Comme tout investissement. Mais on fait, en tout cas, on est assez vigilant et on est très transparent sur ce qui va se passer ensuite. Donc on fait des simulations qui sont très fines en termes de charges de copropriété, en termes d'évolution de loyer. Voilà, donc en tout cas, il faut investir en ayant une toute transparence de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, on va dire. Alors il y a Pierre qui vous demande: est-ce qu'on connaît le rendement d'une résidence de service et est-ce qu'il est garanti? Alors les rendements aujourd'hui dans des résidences, on va avoir des rendements qui vont être entre 4% et 4,40 au mieux.
Au-delà, il vaut mieux se poser des questions. Entre 4% et 4,40, une rentabilité donc hors taxe, sur le prix de vente hors taxe du logement meublé, ça reste d'excellents niveaux de rentabilité, d'autant plus que, encore une fois, les loyers, il n'y a pas de vide locatif, il n'y a pas d'entretien, donc ce sont des loyers où il y a assez peu de charges en réalité futures pour l'investisseur. D'accord. On va finir par la question de Bernie qui vous demande que se passe-t-il si le gérant de la résidence senior fait faillite? Si l'exploitant de la résidence service senior fait faillite, vous êtes propriétaire d'un appartement dans une résidence senior. Mais est-ce que ça peut remettre en question le dispositif fiscal? Parce qu'il y a eu ça peut remettre. Aujourd'hui, c'est pas très clair cette histoire de dispositif fiscal. Aujourd'hui, un investisseur va avoir un délai pour trouver un nouvel exploitant, sans que le dispositif ne soit remis en cause. Mais au-delà de ce délai, le dispositif peut être remis en cause, comme la récupération de la TVA. Donc l'État peut réclamer la TVA qui a été versée. Donc je reviens vraiment sur une chose importante. Avant de s'engager dans un investissement meublé, vérifier, quand je dis vérifier, c'est vérifier en profondeur que l'exploitant a de l'expérience et qu'il a démontré sa capacité à avoir des résidences qui vivent bien. Donc allez visiter des résidences, regardez depuis combien de temps il exploite. C'est déjà s'enlever une grosse partie des soucis. Donc voilà, vérifier la qualité de l'exploitant et la qualité de l'exploitant. Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe Carboni d'avoir répondu aux questions de nos lecteurs. On espère que ces réponses vous ont permis d'en savoir plus sur comment vous pouviez investir dans une résidence service pour seniors. Et on a compris, il y a plusieurs dispositifs fiscaux notamment, mais on n'est pas obligé. Ça reste un investissement immobilier à part entière. On peut même venir y vivre, on peut acheter pour venir y habiter sans que ça pose de difficultés. On remercie Steve, Cécile et Florent qui étaient à la technique. À bientôt sur l'internaute.com pour d'autres questions autour de vos finances personnelles.